Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast, le Club Paname, édition 13. Heureux de retrouver nos fidèles auditeurs et bienvenue aux nouveaux. Alors, qui dit 13 dit le nombre de mètres carrés de l'appartement parisien de Basto. Basto, bonsoir. C'est plus la taille de ma chambre. Bonsoir à tous. 13 comme le nombre d'albums de Johnny Hallyday que possède Dryas. Dryas, bonsoir. Très très fièrement. Bonsoir tout le monde. Et 13 comme le nombre de chameaux que possède Olivier au Maroc. Olivier. Au Maroc, malheureusement pour toi, ce sont des dromadaires. Quelle est la différence, Olivier, si tu peux nous C'est le nombre de bosses. Le nombre de bosses. Le dromadaire n'a qu'une seule bosse. Ouais, chameau 2 parce que 2 syllabes. Chameau. Les mots techniques. Très bien. Je pense qu'on peut terminer ce podcast là-dessus. Merci à toi. C'était un plaisir. Chers auditeurs, je pense qu'on a quand même des trucs à parler. Ce soir, on a un sommaire avec PSG 3, Strasbourg PSG. On va parler un petit peu du Bayern et on va finir par la rubrique européenne qu'adorent Basto, Dryas et Olivier, bien sûr. Et puis le gros plan, où on parlera des remplaçants du PSG. Mais on enchaîne tout de suite avec PSG 3. Nos intervenants sont prêts. Match contre un promu, match piège. Basto, qu'est-ce que tu as aimé de ce match PSG 3 ? Déjà, j'ai aimé la prestation de l'adversaire. Pour moi, le PSG n'a pas si mal joué qu'on veut le dire. J'y reviendrai juste après, mais il faut souligner quand on rencontre une équipe qui est de qualité. Ils étaient très bons dans leur bloc équipe, avec des lignes resserrées aussi bien dans les transitions offensives que défensives, avec une recherche de jeu au sol quand ils récupéraient les ballons, même si techniquement c'était trop insuffisant et il y avait énormément de maladresse. Et pour moi, les joueurs de Paris ne se sont pas trompés en fin de match quand ils ont dit que c'était un des adversaires les plus cohérents qu'ils avaient rencontrés en ce début de saison. Je suis d'accord avec eux. Et du côté parisien, j'ai aimé le fait de savoir finalement qu'on allait finir par l'emporter. Ça paraissait évident vu le déroulé du match. J'ai aimé aussi la récupération quasi instantanée et souvent très haute de la balle. Et nos progrès continuent dans l'apport du surnombre offensif, même si c'était pas bien fait, même si c'était très maladroit. L'idée, c'était d'être toujours à 6, 7, 8 aux abords de la surface adverse, avec Lo Celso et Verratti qui accompagnaient les attaques. Et j'ai aimé le turnover, j'y reviendrai aussi plus tard, le turnover avec revoir des têtes comme Trapp, Meunier, qui ça faisait plaisir, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Merci Basto. Dryas, qu'as-tu aimé ? En fait, le seul problème, c'est que j'avais donc un petit texte préparé et Basto vient d'en enlever 80%. 3, j'ajouterais juste que ça fait plaisir de voir une équipe de Ligue 2 qui joue comme ça, quand on voit à quel point le football pratiqué par nombreuses équipes de Ligue 1. Moi, ce que j'ai noté, c'est un pressing médian, pas un pressing gros, mais un pressing médian, un repli défensif de très très grande qualité, des contres bien menés, comme disait Basto. Sinon, j'ai aussi aimé les 20 dernières minutes avec le double changement, avec l'entrée du Duc et de Donatello, pour les appeler par leur petit nom. Le premier, un impact au milieu, moi, vraiment, le mot qui me vient à l'esprit, c'est charisme. C'est-à-dire que quand il arrive, le milieu, tout à coup, se pose et se met à rayonner. Et le second, par la qualité de ses appels, où enfin, on a trouvé un joueur qui était volontaire devant et qui faisait vraiment des fois avant. Et voilà, tout simplement. Merci Dryas. Olivier, à toi de conclure cette rubrique. Oui, moi je suis comme le petit camarade. J'ai été tout à fait séduit par l'équipe de Troyes. Enfin, une équipe qui ne vient pas au parc, soit pour regarder jouer les joueurs du PSG comme s'ils avaient rayé ce match du calendrier, ou alors qui dresse les barbelés. Et c'est peut-être la première vraie opposition intéressante qu'on a vue cette année. Parce que Troyes a joué, certes avec une organisation défensive, mais intelligemment, en n'oubliant pas la récupération, de relancer proprement, de mener des contres tranchants. Il n'aura finalement manqué que de l'efficacité et de la réussite à la conclusion pour espérer peut-être faire un coup. Ce que j'ai aimé aussi, c'est notre capacité à gagner, malgré un contenu qui était médiocre, voire brouillon. Il faut savoir le faire quand on est une équipe du niveau du PSG. On verra que c'est peut-être ce qui nous a manqué contre Strasbourg. Et puis j'ai aimé aussi l'arrivée d'un nouvel homme providentiel qu'on avait perdu depuis le départ de Zlatan. Et Neymar a montré ce que pouvait être un joueur clé dans une équipe, quelqu'un qui est capable de faire gagner son équipe, même lorsqu'elle va moins bien. Et ça, c'est quelque chose qui est très important quand on approche du très très haut niveau. Merci à toi, Olivier. On va passer à ce que vous n'avez pas aimé cette fois. Dryas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé pendant ce match ? Les changements d'Emery en début de match, en fait.
Basto disait qu'il avait aimé, mais moi je suis désolé, quand on change 6 joueurs sur 11, ça me semble un peu beaucoup. Euh, c'est sans pour autant tomber dans les clichés, comme notamment le journal d'équipe l'a fait, enfin, où Emery dit, où l'équipe est en train de dire que Emery est incapable de faire tourner. Je ne crois vraiment pas que ce soit le point fort d'Emery. Et la stat qui le met en haut, tout en haut du classement des joueurs qui utilisent le plus leur effectif est un peu trompeuse quand un coach va en fait changer 6 joueurs de son effectif. Euh, Après, enfin, ensuite de ça, j'ai pas aimé non plus le temps que Emery met pour faire excusez-moi, petit bug, pour faire ses ajustements, je vais y arriver. Le nombre de fois où il faut attendre la mi-temps pour qu'il y ait des consignes, j'aimerais bien des interventions un petit peu plus tôt dans le match pour essayer de trouver des solutions. Et enfin, j'ai pas aimé le côté gauche qui, à chaque match, devient de plus en plus préoccupant. Par côté gauche, tu veux dire Neymar ou Kurzawa? Je veux dire la doublette Kurzawa-Berchiche. D'accord, très bien. Olivier, il y a quelque chose que t'as pas aimé, toi, dans ce match? On était sur une série très très satisfaisante depuis Nice, avec un contenu qui était très séduisant, avec des concrétisations quasiment idéales. Et là, on est retombé dans un jeu qui était très brouillon, aussi bien en attaque où l'animation et l'efficacité n'ont pas été au rendez-vous avant les 2 éclairs de Neymar, qu'en défense, on a trop subi. Manifestement, l'équilibre magnifique des derniers matchs et du milieu Rabiot, Draxler, Verratti a été perturbé par le changement de 2 joueurs sur 3 dans cette ligne. L'alternance, ça doit aussi se travailler car la qualité des entrants n'est pas en cause. Et donc, même si j'ai apprécié qu'Emery fasse tourner, je pense que, comme le disait Drayas, que le nombre d'entrants était trop important, surtout dans l'entrejeu. Où en plus, Lo Celso et Pastor ont été utilisés dans des rôles qui ne correspondent pas vraiment à leur qualité première. Et puis, je ne peux que m'associer à Drayas pour déplorer qu'une fois de plus, le coaching en match a été trop tardif. Quand on voit surtout la prestation de Di Maria et de Lo Celso qui n'était pas formidable, je pense qu'il aurait pu faire rentrer plus tôt Rabiot et Mbappé, dont on a vu qu'ils ont changé beaucoup de choses. Olivier, si je peux me permettre, tu dis que Lo Celso et Pastore n'ont pas été placés là où ils sont le plus forts. Toi, est-ce que tu peux préciser où est-ce que tu penses que Lo Celso et Pastore devraient figurer? Moi, je pense que, et ça c'est un petit peu le revers de la médaille de notre mercato, on a perdu du monde dans l'entrejeu, un entrejeu qui déjà n'est pas renouvelé depuis de nombreuses années. On pensait avant le mercato qu'il fallait porter l'effort là-dessus, et puis on a fait un mercato d'opportunités dans la ligne d'attaque, et ce qui fait que on a très peu de milieux, entre guillemets, de métiers, de milieux capables d'assumer à la fois les tâches défensives et offensives. Là, on s'est retrouvé avec un milieu dont un seul élément avait cette qualité-là, et les 2 autres, on connaît Pastor dans un rôle de relayeur, et ça n'a jamais été sa meilleure position, et Lo Celso reste aussi un joueur de formation offensive, et je crois que c'est très difficile d'associer ces 2 joueurs à un seul milieu un peu défensif, comme ça a été le cas. Merci à toi, Olivier. Basto, est-ce que toi, il y a quelque chose que tu n'as pas aimé pendant ce match? Oui, je rejoins mes collègues. J'avais dit que j'avais aimé le turnover puisque ça permettait de revoir des têtes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, mais j'ai pas aimé aussi le turnover. Je l'ai pas aimé, même s'il était pour moi compréhensible et limite nécessaire, vu que l'idée d'Unai est clairement de reposer l'intégralité du 11 sur les 2 matchs avant Munich, puisqu'il y a que Neymar qui a été titulaire sur les 2 matchs. Et pour moi, je fais partie des gens qui défendent Emery sur sa rotation depuis le début de l'année, c'est-à-dire que quand il va changer seulement 2 ou 3 joueurs, et c'est comme ça que tu mets en valeur tes remplaçants. Quand on change 6, du coup, forcément, ils sont pas mis dans les meilleures conditions, et même les titulaires habituels deviennent moins performants parce qu'il y a un manque d'automatisme global de l'équipe. Et je pense que si tu enlèves 4-5 titulaires à n'importe quelle équipe d'Europe, ce sera plus ou moins la même chose. Et il y a une autre chose que j'ai pas aimé, c'est le manque de variation et de changement de rythme dans notre jeu. Alors oui, 3 était bien organisé, comme on l'a dit, mais il y avait une recherche trop constante des côtés ou de la verticalité. Le jeu qui était beaucoup trop linéaire, trop stéréotypé. Il y avait très peu de recherche d'accélération du rythme. Il y a eu très peu de jeux en triangle, par exemple, une touche dans les petits espaces. Très peu de combinaisons. Et on finit par marquer logiquement, mais ça vient d'un exploit individuel. Est-ce que je peux prendre la parole, Jimmy ?
Alors, déjà, il y a 10 000 choses sur lesquelles j'aimerais rebondir, mais je ne peux pas tout de suite parce que le planning nous contraint un petit peu. Et juste pour répondre en fait à ce que tu disais, Olivier, pour moi, il apparaît de plus en plus clairement que Lo Celso doit tout simplement se perfectionner et se positionner dans le poste de relayeur droit. Et au risque de me prendre 2 balles dans le dos, être le remplaçant naturel de Verratti. Pour le poste de relayeur gauche, on a 2 hommes. Le problème, c'est le poste de 6 où on n'a qu'un homme, voir comment va jouer l'équipe quand Mota va venir. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Et j'ai une autre petite réaction par rapport à ce qu'avait dit Olivier sur les changements trop tardifs. Il est aussi dans la gestion d'hommes. Si tu changes Di Maria Pastore dès la 55e, tu peux les perdre encore plus. Donc il est dans cette idée de reposer les titulaires et de mettre en confiance aussi les remplaçants. Merci à vous les gars. On passe à la rubrique des tops du match. Je vous autorise 2 tops chacun. Olivier, quels sont tes 2 tops de ce match? Le top absolu, c'est Neymar. Je crois qu'il gagne pratiquement le match à lui tout seul par 2 éclairs de génie. Son but, et puis sa passe décisive vers Cavani. À côté de ça, quel festival de gestes techniques, de prise d'initiative, de percussion. Et il a souvent réduit ses adversaires à des expédients virils plus que corrects pour le stopper. Vraiment, il a démontré sur ce match-là toutes ses qualités absolument exceptionnelles. Mon deuxième top, c'est Trapp, bien que je ne comprenne toujours pas pourquoi il a été aligné pour ce match, au risque de remettre une pression inutile sur Areola. Mais en tout cas, il a répondu présent, avec ce qu'on demande à un gardien du PSG, un gardien de top team, c'est-à-dire de faire des arrêts décisifs. Être présent sur un match, tous les gardiens peuvent le faire, mais être celui qui peut ne pas vous faire perdre le match parce qu'il est capable de sortir des arrêts décisifs, c'est ça vraiment ce que l'on attend de ce type de gardien. Et il en fait 2 à la fin du match contre le surprenant sud-coréen Suk. À déplorer toutefois quelques prises de balles incertaines en début de match, mais on sait qu'il n'a pas toujours une concentration à 100% sur tous ses matchs. Merci à toi Olivier. Drayas, tes 2 tops pour ce match. Alors déjà, avant de donner mes 2 tops, j'ai envie de réagir sur ce qu'a dit Olivier sur Neymar. Moi, j'avais mis Neymar en top, mais bon, tu l'as mis. Et moi, ce que j'avais noté, c'est pas bon. Et pourtant, un but et une passe D. Que dire d'autre? Je trouve que Neymar, justement, sur ce match, a trop cherché l'entonnoir, quoi. Et justement, moi, j'ai beaucoup aimé son côté décisif parce que justement, il était dans un match sans. Je voulais juste préciser ça. Et alors, comme on a le droit à 2, je vais dire Rabiot, parce que l'entrée de Rabiot a eu un impact, alors l'entrée de Mbappé aussi, mais dans une moindre mesure, l'entrée de Rabiot a vraiment eu un impact hallucinant. On a vu un mec plein de charisme qui débarque sur le terrain, on avait l'impression que c'était un mec, je sais pas, tu sais, quand on parle d'un goal qui occupe une cage, et Rabiot occupait le milieu, quoi. Rabiot occupait le milieu, alors ça n'a pas empêché qu'on se prenne une occasion juste avant le but, où d'ailleurs ça passe à côté de Rabiot et tout ça, mais il a vraiment été impressionnant. Et ensuite de ça, mon top spécial, mon top par réaction, j'ai envie de mettre en top Di Maria, pour te faire plaisir Jimmy, parce que pendant 20 minutes, il a été, dans ce laps de temps, l'attaquant qui a fait le plus de replis défensifs, l'attaquant qui faisait les meilleurs appels. Et il a 2 tirs au but dans ces 20 minutes. Ça a été juste pendant les 20 premières minutes le meilleur attaquant sur le terrain. Merci à toi, Drayas. Je ne sais pas comment tu peux mettre Di Maria en top, mais je note. Fais attention quand même. Top sur 20 minutes. Top sur 20 minutes, tu connais la spéciale Drayas. Top sur 20 minutes et en réaction. YOLO. Basto, tes 2 tops? Moi, au top, les entrants déjà. Pour moi, les titulaires avaient usé l'adversaire et les rentrants les ont flingués. Il y a Rabiot qui a permis immédiatement une tenue plus haute du bloc parce qu'il est meilleur au marquage et dans le placement que Lo Celso, donc on a vu en difficulté dans ce sens-là, c'est normal, c'est pas un 6 de formation. Et du coup, en permettant de jouer plus haut, il permet aussi plus de confiance pour les autres dans la recherche du déséquilibre, puisqu'ils sont assurés du placement de Rabiot derrière. Et j'ai mis aussi l'entrée d'Mbappé qui s'est placé entre les lignes et qui a apporté ce changement de rythme qu'on n'avait pas justement en accélérant le jeu directement. Bon, j'avais mis aussi Neymar, mais vous avez dit le principal dessus. Du coup, je vais en citer un autre. Je vais dire Thiago Silva, qui a été excellent dans les duels, qui est même sorti assez haut pour étouffer l'adversaire en défendant, en avançant, et qui a pris, je trouve, plus de risques que d'habitude dans la relance. Si je peux rajouter quelque chose sur Rabiot, je crois que l'entrée de Rabiot démontre le déséquilibre du milieu du départ. Exactement. À partir du moment où tu ajoutes Rabiot à Verratti,
tu retrouves un milieu cohérent On est d'accord. avec le fonctionnement parfaitement équilibré de ces deux joueurs qui jouent en couverture mutuelle depuis que ce milieu a été constitué, et d'un seul coup, ça redonne un équilibre à l'équipe que ne peuvent, malgré toutes leurs qualités individuelles, donner un seul des deux associé à Pastor ou Lo Celso. Je suis d'accord avec toi, ces deux-là sont en train de devenir indispensables à l'équipe. Et c'est un petit peu Et malheureux, mais c'est Verratti le l'a cas. toujours été. Oui, mais c'est en fait plus que Verratti, parce qu'on voit que Verratti sans Rabiot a aussi des difficultés, on voit que Rabiot sans Verratti ne peut pas tout compenser, et c'est vraiment cette doublette-là qui marque des points. Et après justement, le fait qu'il y ait cette doublette-là, ça permet d'avoir en troisième poste une personne qui va peut-être être un petit peu moins à l'aise avec les duels, mais un peu plus capable de construire, mais sans cette doublette-là, cette personne-là n'est plus aussi libre. Le troisième larron n'est plus aussi libre. Merci à toi, Darius. On va passer maintenant au flop. Merci, monsieur. Étant donné le match, je vais vous demander de me donner 2 flops. Basto, c'est quoi tes 2 flops du match? Encore une fois, Kurzawa. Hein. Acharnement. Encore une fois, Kurzawa, le problème, c'est qu'il est non seulement défensivement, il se fait balader par son vis-à-vis grand cirque tout au long du match. Il l'a fait danser, l'adversaire. C'était n'importe quoi. Et même offensivement, il est de moins en moins vu. Il est très juste techniquement, ça on le sait, mais même dans la compréhension du jeu, on a l'impression qu'il ne sait pas quand il faut combiner, quand il ne sait pas quand il faut déborder. Et il n'y arrive pas, le pauvre. Et même si ça va déplaire à Andreas, je mets Di Maria, désolé, en flop, je suis obligé, même malgré 20 premières minutes. Bien joué. Total soutien. Pardon, oui, malgré 20 premières minutes qui étaient intéressantes à défaut d'être brillantes, c'est vrai que les ballons passaient par lui. Mais derrière, relation avec Meunier qui est inexistante. Il a fait aucun recentrage au milieu, on sait que ça fait du bien quand il le fait. Il offrait aucune solution au porteur de balle, c'est-à-dire que tout le monde était en mouvement, lui il marchait sur le terrain. Je l'ai trouvé désespérant, c'est le mot que j'ai. Merci à toi, Basto. Olivier, tes 2 flops du match? Oui, Kurzawa, moi j'ai même pas mis désespérant, j'ai mis pathétique. Moi je connaissais pas Grand Cyr, je l'ai découvert ce soir-là, grâce à ses qualités bien sûr, mais aussi grâce à l'opposition, mais d'un niveau absolument inacceptable, même en Ligue 1. On se demande pourquoi Emery continue à lui faire confiance. Malheureusement, Berchiche contre Strasbourg a montré pourquoi. Mais le niveau global de ce côté gauche est absolument hallucinant pour une équipe qui vise ce que vise le PSG. Mon deuxième flop, pour moi c'est un flop un peu collectif pour les 3 entrants argentins du soir, et qui avaient une rare occasion de se montrer, et qui l'ont à peu près tous raté. En tête, Di Maria, malgré, comme vous l'avez souligné, son début de match encourageant. Pastor, qui a eu beaucoup de mal à se situer, qui était très imprécis, avec un déchet grandissant au fur et à mesure du match, mais Pastor relayeur, moi je sais que c'est malheureusement pas le mettre dans les meilleures dispositions. Et Lo Celso, volontaire, mais qui n'a rien d'un 6. Alors, à leur décharge, ce trio-là ne pouvait pas fonctionner, et il n'a pas fonctionné. Et je terminerai par un petit flop pour Cavani, parce qu'il a raté son 2e penalty de la saison, ce qui le condamne pratiquement pour être le tireur numéro 1 dans cet exercice. Tu penses que c'est le penalty gate qui a fait que... Bon, il y a sûrement un petit quelque chose, mais bon, je crois qu'il a manqué, il s'est peut-être un peu précipité, il a manqué de réussite. Le gardien fait un bel arrêt, donc il y a peut-être une conjonction de tout ça. Mais c'est vrai qu'un tireur de penalty, il doit être en confiance à 100%. Et le gardien est 3 mètres avancé sur la ligne de but, même si. Oui, il y a ça. Oui, il est mal tiré, quoi qu'il arrive, le penalty, mais s'il est sur sa ligne, c'est pas dit qu'il l'arrête. Merci à toi, Olivier. Darius, tes 2 flops du match? On m'a volé mon flop. Parce que moi, apparemment, tu n'avais toujours pas reçu. Je fonctionne beaucoup par top flop. Il n'a pas compris la spéciale Non, il n'a toujours pas compris. Il va falloir lui expliquer. J'espère qu'on n'aura pas besoin de lui mettre de balle dans le dos. Mais voilà, mon premier flop, c'est Di Maria, quoi. Parce que Di Maria, des 20 premières minutes, c'était le meilleur des 3 devant. Et Di Maria, de la 20e jusqu'à ce moment de sa sortie, était ni dans les 3 devant, ni dans les 3 du milieu. Il était nulle part. Il était l'homme qui ne faisait aucun effort, il était désespérant. Il n'y a pas d'autre mot. Et sinon, en deuxième flop, le côté gauche a été nommé, et ce côté gauche, moi, je vais nommer Emery. Je vais nommer Emery parce que, pour les raisons déjà évoquées, pour ces 6 changements avant le match, pour le fait de tarder
à faire les changements. Alors j'entends ton argument, hein, Basto, j'entends ton argument, qui c'est important de mettre en confiance ses joueurs, et je suis pas en train de dire que les solutions pour faire mieux sont simples, mais voilà, un entraîneur est censé trouver des solutions. Et ne serait-ce que, tu vois, il n'est pas forcément obligé de faire des changements, il peut peut-être faire des Ça, je suis d'accord, le remplacements, fait que même dès le début de deuxième mi-temps, on attaque mieux avec les voilà, mêmes joueurs. voilà. C'est-à-dire que Ça, oui. ces remplacements-là, on pourrait peut-être les voir dès la 20e minute. Le fait de faire 6 changements d'un coup, il y a, enfin, voilà. Donc je mets Emery en flop. Merci à vous les gars. Je vous trouve un peu gentil avec Pastore quand même. Hein. C'était un bon petit flop hein, quand même. Ben, Je suis pas d'accord. ouais, moi non plus. Et enfin, j'ai pas réagi à Olivier, mais je suis pas d'accord. C'est Détroit, Pastore est celui qui a proposé le plus de solutions. Alors Qui oui, crée le plus de décalage. il avait beaucoup de déchets, mais il était dans un milieu où il n'était pas aidé, dans le sens où faudrait voir un peu Pastore avec Marco et Rabiot derrière lui. On l'a vu une fois, il avait été très très bon. Et quand effectivement il se retrouve à devoir faire trop d'impact défensif, on voit ses défauts. Mais c'est pas parce qu'on voit ses défauts qu'on doit oublier ses qualités qu'on a aussi pu voir dans ce match. Merci à toi Darius. On aura l'occasion d'en reparler avec le match Strasbourg-PSG, messieurs. Première défaite de la saison, elle a fait mal. 24e défaite de l'RQSI. Ça va pas être très évident, mais je vais vous demander ce que vous avez aimé pendant ce match. Basto, qu'est-ce que tu as aimé pendant ce match? Bah, la compo de départ, juste dans l'idée, avoir 5 offensifs, un peu à la Guardiola, c'est un peu kiffant. Un milieu Pastore et Draxler, on se dit ah, pourquoi pas, enfin, ça peut être marrant à voir. Après, j'en reviendrai dans ce que j'ai pas aimé tout à l'heure. J'ai bien aimé les 15 dernières minutes, sinon de notre performance, les 15 dernières minutes de la première mi-temps. C'est le seul moment où on a un peu de variation et un succès dans notre jeu, où on était un peu dans le camp adverse, on se créait des occasions sans s'en prendre de contre. Et sinon, j'ai bien aimé Strasbourg, qui a un peu son quart d'heure de gloire, parce que c'est un club qui revient de l'enfer, qui a été relégué, on se rappelle, en 2 ans de la Ligue 1 à la CFA2, avec une gestion catastrophique de Jafar Hilali, l'affreux Jafar, comme il l'appelle là-bas, qui a fait une gestion. Je vous invite à faire des recherches sur qui était ce bonhomme, mais c'est assez hallucinant ce qui s'est passé. Et Strasbourg est une vraie ville de foot. Ils ont eu le record d'affluence en CFA2. C'est une ville qui vit le foot. Et les voir revenir en Ligue 1, c'est un vrai plaisir. Je pense que c'est une ville qui mérite ce club en Ligue 1. Et pour eux, faire cet exploit, je suis content pour leurs supporters. Merci à toi, Basto. Olivier, qu'est-ce que tu as aimé pendant ce match éventuellement? Rien. J'ai rien aimé dans ce match. Pourquoi? Parce que il va trop dans le sens de ce qu'on attendait. C'est-à-dire, c'est un match en période hivernale sur un terrain qui était pas dégueulasse, mais qui était probablement un peu dur, avant une rencontre importante de Ligue des Champions. Donc, on peut craindre une implication médiocre, des joueurs qui n'ont pas envie de faire trop d'efforts ni de se blesser. Et puis, si ça tourne mal, personne qui a vraiment la moelle pour secouer le cocotier. Et ben, bingo, on a vu exactement tout ça. Et le PSG nous a offert le traditionnel match de début décembre avant un grand match de Ligue des Champions. Et je trouve très triste qu'on en soit encore à traîner cette fatalité avec l'effectif que l'on a. Attends, la rubrique pas aimée, peut-être Olivier. Pardon? Attends, la rubrique pas aimée, peut-être Olivier. Non, merci à vous les gars. Je rappelle, comme l'a très bien dit Olivier, que le PSG a beaucoup de mal dans les matchs de début décembre. Pour vous donner un petit historique, 1er décembre 2012, Nice nous battait 2 à 1. 4 décembre 2013, Evian nous battait 2 à 0. 14 décembre 2014, Guingamp nous battait 1-0. 1er décembre 2015, on faisait un nul miraculeux contre Angers. Le 3 décembre 2016, Montpellier nous en collait 3. Et du coup, là, défaite 2 à 1 le 2 décembre 2017. Darius, qu'est-ce que toi, tu as éventuellement aimé pendant ce match? À défaut de dire ce que j'ai aimé, je vais nommer une excuse. Le match pré-Ligue des Champions. C'est-à-dire que autant le match contre Troyes, c'est plus difficile de se positionner sur ce qu'on n'a pas aimé, surtout comme le rappelait Olivier, un terrain délicat, un terrain qui était lourd avec pas mal de mottes, sans pour autant être une mauvaise pelouse. Enfin, ils avaient quand même pris un minimum de soin. Mais voilà, c'est un match pré-Ligue des Champions, la peur de se blesser sur un terrain comme ça, elle est encore plus forte. Donc voilà, je trouve cette excuse. Et comme disait Basto, enfin, je dirais juste un petit truc en plus, ouais, c'est l'entrée de Marco qui dénote tout à coup une attaque qui devient un petit peu plus cohérente, où on a vraiment commencé à pouvoir mettre le siège sans avoir peur de ce qui se passait derrière.
Et encore une fois, on met en lumière cette évidence qui semble apparaître de l'essentialité d'associer Marco et Rabiot. Pour le coup, moi je parlais des 15 minutes de la première mi-temps, pas de la deuxième. Bon, bah, en l'occurrence, moi je parlais de la deuxième où on a vu quand même une différence avec les deux, où on a pu se poser devant, quoi. Je suis à moitié d'accord. Merci à toi, Darius. Messieurs, je vais vous demander d'être sélectifs et de me dire ce que vous n'avez particulièrement pas aimé dans ce match. Je commence par toi, Olivier. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans ce match? L'inefficacité dans les deux surfaces, ça me semble vraiment être le fait de ce match. Jusqu'au Celtic, on est sur un nuage au point de vue d'efficacité. Il y a eu des matchs, on a pratiquement converti toutes les occasions qu'on a eues. Là, on a 73% de possession, 80% en deuxième mi-temps. Mais malgré ça, le PSG, c'est 29 tirs, 5 cadrés, 1 but, alors que Strasbourg, c'est 5 tirs, 2 cadrés, 2 buts. Comment illustrer mieux que par cette statistique notre côté inoffensif dans les deux surfaces, là où se gagne un match. Donc là, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment acceptable. À nouveau, la composition, faire tourner, c'est bien, et je comprends la nécessité, avant un match, d'économiser les troupes, mais au milieu, le match de 3 a montré ce qu'il ne fallait pas faire. On ne peut pas faire jouer Verratti sans Rabiot et vice-versa. Très vite, sinon, ça tourne au 4-1-4-1, avec un seul joueur qui a un peu de possibilités offensives, et autour, les Pastore, Draxler et Lo Celso, qui, s'ils n'ont pas l'appui derrière eux de 2 joueurs qui sont capables de tenir la boutique, n'ont pas les capacités pour pouvoir faire le boulot. Et le retour de Mota redevient, le remet un petit peu dans le jeu, parce que c'est peut-être le seul de cet effectif qui va pouvoir faire tourner un des deux autres. Sinon, l'association des deux reste absolument nécessaire dans l'état actuel des choses. Merci à toi. C'est bon. Darius, qu'est-ce que tu n'as particulièrement pas aimé, toi, dans ce match? Beaucoup de choses en commun avec Olivier, et je nommerai d'une manière générale la défense centrale. J'ai pas aimé la défense, ou même plus que la défense centrale, les 4 de derrière, quoi. Il y a eu une association des 4 mousquetaires dans le sens négatif du terme qui ont, pardonnez-moi l'expression, vraiment fait de la merde. J'ai pas aimé les joueurs, comme c'est une autre manière de dire ce qu'a dit Olivier, c'est les joueurs dont les qualités sont mal exploitées. C'est-à-dire que effectivement, quand on n'a pas la paire des deux, le milieu offensif, c'est pas le milieu offensif, celui qui complète la paire des 3, mais qui a justement plus de liberté offensive, ne peut pas s'exprimer pleinement. On a vu un Draxler qui était très limité, on a vu un Pastore qui a proposé, mais qui permettait pas justement de proposer cet équilibre. Et ce que j'ai pas aimé, en fait, surtout, c'est 3 plus Strasbourg. Il n'y aurait eu que Strasbourg, ça aurait été un match pré-Ligue des Champions, sur une pelouse lourde, d'hiver, j'aurais rien eu à redire. Mais l'association des deux, et comme le disait Olivier, pose une vraie question. Et si, tout à coup, on ne marquait plus dans les 20 premières minutes ? Parce que effectivement, pendant très longtemps, on marquait très tôt, ça nous facilitait les matchs, etc. Et là, on a du mal à marquer. On fait des poteaux, on fait des actions qui sont mal construites, qui n'arrivent pas au bout. Et ça introduit l'association des deux matchs. Voilà, ce que j'ai pas aimé, c'est que l'association des deux matchs introduit un petit doute sur la capacité de l'effectif à tout simplement continuer sur la lancée qu'il était avant. Merci à toi, Darius. Basto, qu'est-ce que tu n'as particulièrement pas aimé dans ce match? Il y a beaucoup de choses, je vais essayer de faire vite, mais je vais les dire quand même. Pour revenir sur l'efficacité, je vais aller encore plus loin. 29 tirs, comme l'a dit Olivier, c'est notre plus grand total depuis août 2013 à un match contre Ajaccio, tout simplement. Ça faisait 4 ans qu'on n'avait pas autant de tirs et on ne met qu'un but. Et on prend 2 buts, pour moi, qui sont des actions qui ne sont même pas des occasions. C'est un long coup franc et un dégagement du gardien. On leur donne les buts, comme on leur donne le match. Pour moi, Strasbourg n'a rien proposé dans le jeu, que ce soit offensivement, ils ne faisaient que balancer. Et même défensivement, on se retrouvait assez facilement dans leurs 30 derniers mètres et c'est nous qui nous précipitions derrière. Mais pour moi, Strasbourg a montré beaucoup moins de choses que 3, par exemple, 3 jours avant. Donc on donne le match. Je me serais contenté d'un 1 partout, c'est ce que je me disais en milieu de deuxième mi-temps. Quand on ne sait pas gagner, il faut se contenter de ne pas perdre. On n'a pas su le faire, on était en train d'aller tous à l'attaque, mais sans aucune cohérence dans la précipitation. Et ça sert strictement à rien, on offrait des situations contre à l'adversaire. J'avais dit que j'avais aimé la compo de départ dans l'idée, mais si elle n'est pas travaillée, c'est un danger. Danger dans la tenue du bloc, à la perte de balle, avec ces deux profils comme Pastore et Draxler. Danger dans la construction du jeu, et j'ai envie de dire encore plus quand tu as une tendance, encore une fois, je l'ai signalé contre 3, à trop verticaliser, à balancer devant,
sans chercher de relation entre les trois milieux. Il y a eu très peu de jeu entre Pastore et Draxler dans ce match. Et c'est ce que j'ai noté en gras. Unai doit trouver la variation quelle que soit la compo. Et pour le moment, il ne le fait pas. Il l'a trouvé avec l'équipe type, mais dès qu'il y a quelques changements, il a du mal. Et j'ai détesté, mais vraiment détesté. J'ai cru que j'allais me taper la tête contre les murs. Les 9 minutes d'arrêt de jeu, j'ai trouvé la gestion absolument affreuse, où on faisait une nouvelle fois que balancer, symbolisé par Alves qui balançait des taquets devant et qui trouvait avec aucune précision. Au lieu de poser un peu le jeu, on a 9 minutes, on a le temps de leur mettre la pression, mais si tu leur rends le ballon, ça ne sert strictement à rien. Je veux juste mettre une mesure par rapport à ce que tu dis, Basto, c'est que oui, tu as raison ce qu'on vantait avant, c'était la variation des circuits offensifs que pouvait avoir et la variation des possibilités de passe que pouvait avoir le porteur de ballon et la variation des circuits et ça, c'est pas du tout retrouvé. Mais je maintiens qu'à l'entrée de Verratti, tout à coup, tu as pu avoir un bloc qui s'est imposé aux 60 mètres. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait des attaques qui étaient de temps en temps contredites, mais à partir de l'entrée de Verratti, même si on le faisait mal, on a pu avoir un bloc super haut. Je suis d'accord, il y a même l'entrée de Lo Celso, c'est que d'un coup, tu as le milieu qui se retrouve plus haut ensemble. Exactement. Mais au lieu justement de construire et de profiter de ce bloc, on se retrouvait à balancer des ballons devant par précipitation et par... Ça, c'est vraiment les 9 dernières minutes. Oui, pas juste avant, mais les minutes d'arrêt de jeu, moi, j'étais vraiment... Merci messieurs. On passe à la rubrique suivante, les tops du match. Vous allez me donner 2 tops, si vous en avez bien évidemment. Olivier, c'est quoi tes 2 tops de ce match-là, Strasbourg-PSG? J'en ai qu'un, moi, c'est Rabiot, qui je trouve abandonné un petit peu à lui-même pour faire le boulot au milieu de terrain, a fait le job en première mi-temps. Après la deuxième mi-temps, comme nous l'avons tous dit, c'est n'importe quoi. Une équipe du niveau du PSG peut pas balancer un match comme il l'a balancé en deuxième mi-temps, surtout dans les arrêts de jeu. Tu as la chance d'avoir 9 minutes d'arrêt de jeu. On pose le jeu, on essaye de jouer, quoi. On fait pas n'importe quoi. Donc pour moi, le seul vrai top, c'est Rabiot. Merci à toi, Olivier. Basto, ton top, tes 2 tops. Alors j'en ai deux, j'ai aussi Rabiot, puisque pour moi il joue pour 2 défensivement, puisqu'il doit faire l'essuie-glace au milieu, vu que Pastore et Draxler n'en sont pas capables. Et il a même joué pour 2 offensivement, où il se retrouvait à être à la place de Youri, comme sur l'égalisation, puisque Youri était, on ne savait pas où il était sur ce match, donc il s'est retrouvé à jouer pour 2 dans tous les domaines du jeu. Et j'ai mis Pastore en top, ce qui est plus un top de réaction face aux critiques que j'ai trouvé très très sévère, c'est-à-dire qu'on a mis Pastore dans le même lot que Di Maria. Alors je suis peut-être pas objectif avec Pastore, comme vous le savez, c'est mon chouchou, mais c'est pas ma subjectivité qui me fait dire que le mec est présent dans les 5 plus grosses occasions construites du PSG. Il donne 2 excellents ballons pour Mbappé sur une occasion franche, il donne un excellent ballon à Di Maria qui tire sur le gardien lamentablement. Il fait un enchaînement d'énorme qualité sur son contrôle orienté, frappe sur le poteau, et si elle est au fond, ça change tout. Et sur le but, il casse les premières lignes avec une passe laser de 15 mètres devant. Donc comment mettre un mec dans la même catégorie que Di Maria alors que le gars est sur 5 occasions nettes de notre équipe? Moi, je crois surtout que la gestion de Pastore est mauvaise. On sait très bien quelles sont les qualités de Pastore. On sait très bien ce qu'il peut faire et ne pas faire. On a déploré l'année dernière, alors qu'Ebry était annoncé comme un prosélyte du 4-2-3-1, qu'il n'ait pas pu le faire parce que Pastore était blessé. Là, il a la chance que Pastore soit disponible, qu'il le fasse jouer en 10. Bon Dieu, on attend que ça, de voir Pastore en 10. Olivier, je suis d'accord, sauf que là, dans l'idée d'Unai, c'était vraiment de reposer tout le 10. Donc s'il veut reposer au moins un match des 2 Rabiot et Verratti, t'es obligé de te retrouver avec ce genre de compo. Je pense, les gars, qu'on aura l'occasion d'en parler pendant le gros plan des remplaçants et de Pastore. Du coup, je te donne la parole à toi, Drayas, tes 2 tops du match. Alors je vais faire une petite parenthèse sur Pastore, mais c'était pas dans mes tops. Je suis pas d'accord avec toi, Olivier. Notamment, Pastore a eu un match où il était avec Marco Verratti. Enfin, le milieu était pas Marco Verratti, était Verratti, Rabiot, Pastore. Et Pastore a été très bon sur ce match, donc il est tout à fait capable d'occuper ce poste de relayeur gauche qu'il occupait déjà à son avantage sous Carlo Ancelotti. Et je pense qu'il est tout à fait capable de le faire. Il n'est pas forcément cantonné au rôle de 10, c'est juste qu'il ne peut pas vraiment exploiter ses qualités s'il n'a pas 2 mecs qui font le tas derrière. Maintenant, moi, mon top, je vais rejoindre Olivier et je vais le faire en moins de mots. Rabiot, et je commenterai comme ça en disant un homme seul. Tu me rejoins pas, moi, je suis vexé. Merci à toi, Drayas. On va passer au flop maintenant. Vu la tournure du match, je vous autorise à 3 petits flops
chacun. Basto, tes 3 flops du match. Alors moi, j'ai trouvé une petite astuce pour en mettre plus que ça. Donc j'ai mis déjà Areola, ça fait plusieurs matchs qui retombent un peu dans ses travers. Là, il est bizarre sur les 2 buts, voire fautif. Sur le premier but, il sort un peu n'importe comment. Et sur le second, il bouge pas son angle en se couchant très vite au sol. J'ai mis en deuxième flop toute la défense, comme ça permet d'en mettre 4 d'un coup. Avec un Alves qui, comme je l'ai dit, n'a fait que balancer devant, avec un Yuri qui a été très pauvre techniquement et qui est fautif sur le but en n'anticipant pas la déviation de l'attaquant strasbourgeois. Et les centraux qui étaient très mal alignés, avec un Marquinhos qui a eu énormément de déchets et de fébrilité, et Kimpembe qui est complètement spectateur sur le second but, et qui, offensivement, ne cadre jamais. Il a des occasions, que ce soit de la tête, dans plein de matchs depuis un an, et même dans ce match-là, il en a eu 2 ou 3, notamment même au pied, la toute dernière occasion où il a 5 mètres face au but, et il ne cadre encore pas, ce mec ne cadre jamais ses ballons. Et en troisième top, Di Maria de nouveau, qui était, alors j'ai pas compris flop, pardon, j'ai pas compris ce qu'il a fait. À un moment, il se retrouve relayeur gauche, alors que t'as déjà Pastore et Draxler dans le corps du jeu, alors que t'as tout le côté droit qui est délaissé. On l'a pas vu combiner avec Alves, il a eu un déchet technique mais qui est affligeant, que ce soit dans ses contrôles. À un moment, il a un contrôle face au but, il le rate, ça frappe sur le gardien. Aucune envie, aucun repli. Et je pense qu'il bat un record du monde, peut-être même qu'il bat le record de Jean-Hugues Maurice. Un but en 42 tirs, je sais pas si ça s'était déjà vu. Merci à toi, Basto, je ressens ta haine. Olivier, du dépit, pas de la haine. Non, moi j'ai pas de haine, bien sûr. Moi je mettrais un flop, eu égard surtout à la qualité qu'on leur connaît de Neymar et Alves, qui ont été vraiment très en dessous de tout ce qu'ils sont capables de faire, à la fois en efficacité, dans les choix et dans l'implication. 2 joueurs comme ça, même si je comprends qu'ils n'aient pas tellement envie de se dépouiller contre Strasbourg avant Munich, c'est pas bien. Areola, il fait un début de saison qui était encourageant, et à nouveau, il refait sur le doute, alors que Trapp a été bon contre 3. Et je me repose la question, quel était l'intérêt de faire jouer Trapp contre 3 à ce moment de la saison? Et puis Berchiche, alors là, je n'ai jamais vu un joueur aussi nul que ce joueur-là, avec une deuxième mi-temps indigne à ce niveau-là. Et là, je pointerais quand même Emery, qui après le flop Ressé a été capable de nous recoller cette année un deuxième flopissime avec Berchiche. Il connaît le championnat espagnol, ce garçon. Il connaît les joueurs qui évoluent là-dedans. Non, là, c'est vraiment pas sérieux. Il n'y avait pas l'argent pour mettre beaucoup plus sur un arrière-gauche. Mais il y a des arrière-gauches de meilleure qualité pour le même prix, on est d'accord. Il y a des arrière-gauches du championnat de France qui sont largement meilleurs que Berchiche. Je suis pas certain. Ça, je suis pas certain. Mais dans les autres championnats, à ce prix-là, oui, ça c'est sûr. Merci à toi, Olivier. Tayas. Alors, je vais commencer par une petite défense parce que c'est mon Kim et qu'on ne tape pas dessus en toute impunité. Je crois en Kim. Et oui, je suis d'accord, c'est quelque chose qui doit travailler, mais oui, il cadre peu, mais n'oublions pas que c'est un défenseur. Et sur ce match, moi, je le mets plutôt dans la catégorie des flops parce qu'il a un énorme raté. Il a un énorme raté sur le premier but, sur le deuxième but. Mais sinon, c'était pas loin d'être un des meilleurs dans les 4 de derrière. Les 4 de derrière étaient très mauvais. Des moins mauvais, si tu préfères. Voilà, si tu veux. Sinon, en flop, moi j'ai fait simple, j'en ai mis qu'un seul en fait, parce qu'il y a tellement de joueurs à nommer en flop sur ce match que j'ai juste choisi le pire. Et le pire, c'était Di Maria. C'est tout ? Ouais. Ok. Merci à toi, Darius. Je voudrais quand même ajouter sur Di Maria qu'il a fait une bonne saison au PSG. Sa première, mais dans une Ligue 1 qui était peut-être la plus faible qu'on ait vue sous QSI. Donc, est-ce qu'on peut vraiment considérer ça? Moi, ça me fait mal au cœur parce que c'est un joueur comme Bastousset que je voulais vraiment au PSG. J'ai prié nuit et jour pour qu'il vienne quand Basto me disait non, il faut que De Bruyne vienne au PSG. Alors que De Bruyne, c'était le mec qui jouait à Wolfsburg. On ne savait pas vraiment ce qu'il valait. Basto, encore une fois, tu as eu du flair, bravo. Ne me flatte pas trop. Mais Di Maria, tu es nul. Tu es nul à chier. C'est incroyable. J'ai jamais vu. Jimmy. J'ai jamais vu ça, quoi. Jimmy, tu oublies une chose, c'est qu'il était loin d'être ridicule en deuxième partie de la saison passée. Laisse-moi finir. Di Maria, c'est un mec qui, d'une manière notable, est pas bon en première partie de saison et relativement bon en seconde partie de saison. Là, ce qui est nouveau, c'est son manque d'envie. Parce que ça, c'était pas forcément le cas en première partie de saison dernière, mais par contre, dans ton analyse, pour moi, tu oublies clairement qu'il a fait des très bons matchs
l'année dernière en deuxième partie de saison. Alors pour moi, Alors, c'est pas que j'oublie, c'est que je suis pas d'accord avec toi. pour moi que Ce pas arrivé, c'est des très bons matchs. Moi, j'ai rien vu de Di Maria c'est un joueur quand même qui a gagné la Ligue des Champions. On parle d'un mec de ce calibre-là. Pour moi, non, il n'a pas fait ça fait 2 ans que Di Maria est une chèvre, grosse chèvre. Je peux rajouter quelque chose, c'est que le manque d'envie, c'est pas nouveau dans le carrière de Di Maria. Il l'a eu plusieurs années au Real, il l'a eu à United, il l'a eu à Benfica. C'est un joueur qui joue par intermittence. Au Real, il a fait 1 année sur 4. À Benfica, il était très irrégulier. À United, il joue 2 mois. À Paris, la première année de blanc, il est très bon en première partie de saison et il est beaucoup moins bon en seconde partie. L'année dernière, c'est le contraire. Cette année, bref, c'est un joueur qui globalement joue 3-4 mois par saison, quoi. Ouais. Et pour finir, je vais mettre quand même Pastore dans les flops. Pour une espèce d'œuvre d'ensemble, les 2 matchs où on a galéré, c'est Di Maria et Pastore qui sont titulaires. Je pense que c'est pas une coïncidence. Si tu fais les 11 joueurs contre Strasbourg, Pastore est dans les 3 moins bons ou les 3 meilleurs. Hein. Je vois vraiment pas comment. Si tu veux. Mais c'est ton avis, je le respecte. Dans les deux. Oui, même dans les deux. Il y a Rabiot qui est le mec qui est bon contre Strasbourg et l'autre mec qui n'est pas catastrophique contre Strasbourg. Si on doit en nommer un, c'est Pastore. Il n'a pas le niveau pour remplacer l'excellent Marco Verratti. Mais on n'a pas dit qu'il avait ce niveau-là. Il a pas, et puis surtout, c'est pas son poste. Son poste, Pastore, c'est relayeur gauche, c'est en concurrence avec Draxler et Lo Celso. Apparemment, il semblerait, au vu des matchs, que Lo Celso en 6, ce soit pas une solution. Ça, on va en parler dans le groupe. Ok. Jimmy exprime un avis que beaucoup ont noté. Donc, Lo Celso est le remplaçant de Verratti. Voilà. Oui, c'est mon avis et je voulais le passer parce que je sais que beaucoup l'ont eu sur les réseaux sociaux notamment et je voulais un petit peu le donner vu que ici personne ne l'a fait. Donc voilà, merci messieurs pour on va clore sur cette horrible purge Strasbourg PSG et on va passer à la rubrique gros plan. J'ai envie de vous dire, on va parler des remplaçants parce qu'on peut pas réaliser une grande saison sans un effectif étoffé en qualité et en quantité, équilibre et complémentarité. Donc il nous faut des joueurs mobilisés et chacun est en performant dans ce qu'on fait appel à lui. C'est pas forcément ce qu'on a vu dans ces 2 matchs. J'ai envie qu'on parle un petit peu de la valeur de l'effectif entier du PSG. Basto, qu'est-ce qui est d'après toi la valeur de notre effectif? Pour moi, la valeur de l'effectif est assez importante, mais il y a des manques. Il y a des manques ou des interrogations, notamment au niveau du gardien. On le revoit avec Areola qui est de nouveau dans une période de doute. Le latéral gauche où on n'a ni titulaire ni remplaçant. Et offensivement, avec le comportement de Di Maria, puisque maintenant Draxler ne peut plus jouer dans les lignes d'attaque, vu que maintenant son remplacement au milieu est nécessaire pour l'équipe. Donc Di Maria, s'il a envie, il peut être une solution au moins de banc, mais s'il n'a pas envie, ça va être compliqué. Par contre, j'ai peu de doutes sur pas mal de remplaçants. Quand il joue à 5 ou 6 qui rentrent dans l'équipe, c'est plus compliqué, mais si on remplace que Alves par Meunier, ça me fait pas peur, même s'il est un cran en dessous d'Alves. Si on met que Kimpembe à la place d'un des 2 Brésiliens, ça me fait pas peur non plus. Si Pastore doit rentrer à la place d'un Draxler, j'aurais pas peur, surtout qu'il brille souvent dans les grosses affiches. Mota, on sait qu'il sera là avec son vice et son expérience dans les gros matchs, il doit jouer. Lo Celso, il va devoir jouer plus et plus à son poste, comme l'a dit Drea, c'est-à-dire à la place de Marco, pour qu'on se fasse vraiment une idée. Donc il peut y avoir des doutes, mais il y a aussi des espoirs. Donc pour moi, il y a quand même 4-5 remplaçants qui sont là. Donc on a quand même un effectif de 15-16 joueurs, un noyau dur pour notre effectif pour la suite de la saison. Olivier, qu'est-ce que tu en penses? Je crois que l'effectif sort de ce mercato très déséquilibré. Ce déséquilibre, il ne vient pas simplement de ce mercato, il vient d'un retard à l'allumage depuis 4 ans. Depuis 4 ans, on a très peu et très mal recruté, en particulier dans certains secteurs. On avait tous pointé du doigt les secteurs où il nous semblait avant ce mercato qu'il fallait faire un effort. Le poste de gardien, le 4e défenseur central, le remplacement de Maxwell, le renouvellement profond du milieu de terrain, alors que l'attaque, ça a été quand même le point fort de l'équipe en deuxième partie de saison, quand Lucas a laissé sa place à Di Maria sur le côté droit et que Draxler a remplacé Di Maria à gauche. L'attaque, elle était performante dans cette deuxième partie de saison. Or, on renforce l'attaque en sachant que ça se fera au détriment de joueurs qui n'ont pas démérité en fin de saison, donc on va créer forcément des frustrations, et on ne renforce pas le milieu, pire, on perd Krikliak et Matuidi sans les remplacer. Donc ça, c'est à mon avis quelque chose que l'on traîne,
On l'a traîné en première moitié de cette début de saison, où on a aligné systématiquement, et malgré le fait qu'il devenait de moins en moins performant, le trio de l'année dernière. Et depuis la blessure de Mota, on continue à faire la même chose, mais là, on n'a pas tellement le choix. Et on a vu contre Troyes et Strasbourg quelles étaient les difficultés de se passer du duo Verratti Rabiot. Si jamais on a une blessure, une indisponibilité longue sur ces deux joueurs, ça va être très très pénalisant pour l'équipe. Donc il y a vraiment des déficits constitutifs dans cette équipe, et moi je suis très inquiet, et ces deux matchs l'ont montré, sur la possibilité de renouveler les choses. On a un très bon 11 type, mais à côté il y a vraiment des gros trous. Andreas, est-ce que comme Olivier, tu es inquiet? Alors, paradoxalement, j'allais dire presque que la même chose qu'Olivier, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, dans le sens où, en début de saison, la grande crainte, c'était le milieu, et pour moi, le milieu est potentiellement résolu si on prend les bonnes décisions. Vraiment, Lo Celso est capable d'avoir l'impact défensif qu'il faut, et il faut le faire travailler en tant que relayeur droit. On a Pastore qui est capable de suppléer Draxler, et on a Mota qui est capable de suppléer Rabiot. Alors à voir si Mota peut s'adapter à ces mécanismes-là, mais le milieu est peut-être une des régions qui m'inquiète le moins si Emery a la bonne idée d'installer Lo Celso au poste de relayeur droit. Mais oui, je ne peux que être d'accord dans le fond. On paye une accumulation de déséquilibres qui ont été faits par les recrutements passés, notamment au milieu, mais j'ai l'impression que c'est en train de fuir par ailleurs, en fait. J'ai l'impression que c'est en train de fuir sur le côté droit, parce qu'on a un Di Maria qui n'est pas à la hauteur. J'ai l'impression que c'est en train de fuir sur le côté d'attaquant, dans le sens où Mbappé, pour l'instant, a encore du mal à être attaquant. Ça fuit sur le côté gauche. Alors là, c'est même plus une fuite, c'est une inondation, quoi. Le côté gauche, c'est une catastrophe. Mais d'une manière générale, pas pour aller plus loin, mais pour moi, il me semble que la question de la valeur, elle est trop prématurée. Déjà parce que à cause des déséquilibres, ensuite de ça, à cause d'Emery. Emery a des qualités, mais c'est pas Ancelotti. Et dans sa gestion d'effectifs, il n'a pas cette même facilité à intégrer les remplaçants dans le projet. Je suis d'accord avec Basto. En soi, sur le papier, on n'aurait qu'un 16 joueurs, mais j'ai l'impression que pour Emery, on en a plus 12-13. Et donc, il y a là aussi un problème. Et on peut aussi parler enfin de la dimension du club où on a fait des progrès. On devient de plus en plus une institution. Mais les joueurs parlent encore un petit peu trop facilement sur Paris. Et on a du mal justement par rapport à cette remarque que tu as faite, qui est que savoir qu'un remplaçant peut rentrer et apporter tout de suite le truc. On a du mal encore à voir ça à Paris. Et du coup, c'est difficile de se poser la valeur de l'effectif, dans le sens où, là où je rejoins Basto, c'est qu'en soi, on pourrait se poser sur 15 voire 16 joueurs, même si on y réfléchit un petit peu, mais dans la réalité des faits, entre Emery, le recrutement passé, et le fait qu'on ne soit pas institution, on a un peu l'impression parfois qu'on peut vraiment compter que sur 12-13 joueurs, et c'est pas assez pour juger la valeur d'un effectif. Merci à toi, Andreas. Je veux juste rajouter un petit point, c'est que Olivier se base sur les deux matchs pour dire qu'on n'a pas forcément un banc de qualité, mais c'est très biaisé d'analyser un match où justement on change la moitié de l'équipe, puisque à chaque fois qu'on a changé que 2 ou 3 joueurs, les remplaçants étaient bons. Et quand on change 5-6 joueurs, c'est pas que les remplaçants qui sont pas bons, c'est aussi les titulaires. Olivier avait justement nommé Neymar et Alves qui passent à côté contre Strasbourg, mais c'est normal, c'est un manque d'automatisme. Changer la moitié de l'équipe au Barcelone, au Real, à Munich, ce sera pareil, ce sera la même chose. C'est juste une question de contexte, c'est pas une question de niveau des remplaçants. Oui, il y a un problème aussi, je dirais, de gestion des remplaçants. Di Maria, il faut pas se voiler la face, il est perdu pour la cause. C'est fini, ce joueur n'a plus envie de jouer. Pourquoi continuer à l'aligner? Pourquoi exclure totalement un joueur comme Lucas? Il peut rendre des services, à mon avis, c'est une décision du bien club. meilleur que ceux que rend Di Maria aujourd'hui. C'est une décision du club qui veut le vendre. Olivier, si je peux me permettre, du coup, pour toi, la gestion de l'effectif aujourd'hui par Unai Emery n'est pas bonne. Moi, je suis très surpris de voir le temps de réaction qu'il a par rapport au choix qu'il fait. On pouvait penser en début de saison qu'il n'était pas ridicule de repartir avec le trio avec lequel il a travaillé toute la saison dernière, qui était Mota, Rabiot et Verratti. Le problème était d'arriver à faire le mariage de ce trio, qui est plutôt un trio qui joue sur la possession, sur la latéralité, sur un certain rythme de jeu, avec un trio de devant tout neuf,
qui est un trio qui, lui, est plutôt un trio de rupture. On a vu progressivement les choses se dégrader jusqu'à l'apothéose du match de Marseille, où on se retrouve en 7+3 et on se fait bouffer par une équipe marseillaise qui était vraiment pas à notre niveau, à ce niveau-là. Il a, entre guillemets, la chance d'avoir Mota blessé, et là, par la force des choses, il introduit Draxler, et notre équipe, qui était un 4-3-3 avec Sentinelle, devient une équipe pratiquement en 4-2-3-1, avec un double pivot Rabiot-Verratti qui fonctionne parfaitement, et qui d'un seul coup redonne un équilibre. Et là, malgré cela, il fait 6 changements, il détruit cet équilibre du milieu en mettant des joueurs qui ne sont pas faits pour ça. Je comprends qu'on fasse des rotations, je comprends qu'on fasse reposer, mais je pense qu'on peut le faire, peut-être plus sur toute la saison. Il y a des matchs où on pouvait éviter de faire jouer les titulaires que de le faire comme ça à 180 degrés pour 2 matchs. Là, il y a un vrai problème. Le deuxième problème étant l'exclusion de joueurs. Quand tu vois Pastor, après tant d'années, se poser des questions sur le fait de rester au club, bah moi, ça me fait mal au cœur. Quand je vois Di Maria, qui est ce qu'il est, mais vraiment n'avoir plus envie de jouer dans cette équipe, bah je pense qu'on gâche un certain nombre de chances. Quand je vois Luka qui est exclu de son équipe, même si c'est un choix du club, l'entraîneur, il doit résister à ça aussi. Hein. Il est là aussi pour faire valoir l'intérêt sportif, parce que c'est lui qui va payer les pots cassés. Donc je crois que cette gestion-là, et on parle d'institution, bah le club n'est pas une institution justement, parce que chacun ne se mêle pas forcément de ce qui le concerne. Je suis absolument pas d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, je suis un partisan du turnover, mais un turnover léger et pas en quantité. C'est ce qu'on a depuis le début de saison, où j'étais un des rares à défendre justement ce turnover d'Emery qui changeait que 2-3 joueurs par match et ça se passait très bien. Mais là, il est obligé, dans son idée, c'est de reposer le 11 type entre les matchs de Monaco et Munich. Il y a les 2 plus gros matchs de la saison. Tu as 2 matchs un peu plus tranquilles où on a pris de l'avance, la première partie de saison, pardon. Et il veut reposer le 11 type, sauf Neymar qui est suspendu contre Lille. Donc il repose les 10 joueurs. Les 10 joueurs font un match titulaire, un match remplaçant sur ces 2 matchs. Donc c'est même pas une idée, il n'est même pas dans une idée de la gestion des matchs, il est dans une idée de la gestion de l'effectif pour l'année. Et si il faut faire ces changements, ces 5-6 changements d'un coup, c'est bien sur ces 2 matchs-là qu'il faut les faire. Il n'y a pas d'autre moyen de les faire. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Mais moi c'est paradoxal, Olivier. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu commences à parler, je suis d'accord avec toi, et tu vas tellement loin dans ta critique que tu me perds en fait. Alors déjà la fameuse histoire Mota, Draxler, etc. Peut-être que la blessure de Mota a précipité la chose, mais on ne saura jamais, et tu ne peux pas partir du principe que c'était pas dans les plans au départ. Ensuite de ça, enfin il y a dans ta critique, tu vas trop loin. Tu vas trop loin, t'assumes trop de tort à Emery. Et pourtant, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire qu'il en a. Mais je suis obligé de le défendre en réaction, quoi. Non, mais attends, il y a des faits. Alors, je voulais rebondir à tes faits, justement. On peut pas, à partir des faits, présupposer tout ce qui précède et tout ce qui suit. On peut pas, à partir du peu d'informations, assumer que tout ce qui précède, tout ce qu'on imagine qui se précède, est une réalité non discutable. Et ce que dit Basto sur, alors moi je le déplore, et je suis le premier à le déplorer, et je suis le premier, à constater à quel point dans ce nouvel équilibre, à l'heure actuelle, et encore je crois qu'il y a une solution, parce qu'encore une fois, si Emery installe Lo Celso à droite, je pense qu'on a au moins les 2/3 du milieu qui a des vraies solutions. Je me suis perdu. Bah moi, pour rebondir à ce qu'a dit Olivier, tu pourras rebondir derrière. Tu dis qu'il perd Pastore et Di Maria. Di Maria commence l'année, Mbappé n'est pas encore arrivé. Di Maria commence l'année et il n'est pas bon. Depuis qu'il revient de blessure, il joue quand même un match sur 2 titulaires. Pastore, pareil, il a joué 4 des 6 derniers matchs, je crois, depuis son retour de blessure. On peut pas dire qu'il ne joue pas. Ils peuvent pas encore débuter les gros matchs sur ce qu'il montre. Donc il joue, il les concerne justement. Ces 2 matchs permettaient de les concerner aussi. Et Pastore, c'est pas la première fois qu'il traîne son split. Il y a 2 saisons, il sort dans la presse en disant je ne joue pas, je ne le comprends pas. C'était blanc le coach. Un mec comme Di Maria qui traîne son split, il l'a aussi traîné à United et au Real avant. Donc c'est des gens qui sont récidivistes. C'est pas une nouveauté non plus. Et je suis pas d'accord aussi avec une autre contradiction. Tu disais on n'a pas remplacé Matuidi. Ouais, mais j'ai envie de dire heureusement. Si on remplaçait Matuidi par un profil similaire, on n'aurait pas eu la solution positive Draxler justement. Donc on n'aurait pas eu ce milieu qui pour une fois nous fait rêver depuis tant d'années où on disait le milieu est un point faible, et là on trouve enfin un milieu point fort, et ça vient aussi du fait qu'on n'ait pas remplacé Mais vraiment, je ne te parlais pas de remplacer Matuidi
qualitativement. C'est pas pour avoir le même joueur. C'est pour avoir quantitativement un nombre de capables de jouer dans ces postes-là, qui sont des postes de transition, plutôt que de déplacer un joueur dans un poste qui n'est pas le sien. Draxler, c'est le sien. Justement, remarquez, c'est son meilleur poste. Est-ce que je peux parler? Je me permets de ne pas vous couper. Est-ce que je peux le faire? Vas-y. Vous me dites qu'il a fait tourner en début de saison. Les 14 matchs jusqu'à l'OM, Mota a été titulaire 12 fois. Les 2 fois il ne l'a pas été, c'est parce qu'il était blessé. Emery l'a fait jouer même contre l'OM alors qu'il était diminué. Marco a été titulaire 10 fois. Les 4 fois il n'a pas été, c'est 3 suspensions et une blessure. Rabiot a débuté le match 14 fois. Le trio a joué ensemble 9 fois. Emery est un entraîneur, en tout cas je le constate cette année, qui joue avec 13-14 joueurs, pas plus. Les 8 matchs depuis Nice et la blessure de Mota, Verratti a fait 7 matchs, Rabiot 7 matchs et Draxler 6 matchs. Le nouveau trio l'a joué 5 fois. Donc c'est un joueur qui ne fait pas tourner, c'est un entraîneur qui ne fait pas tourner. On a un effectif, un des problèmes de l'effectif, c'est que les remplaçants sont des remplaçants de très très haut niveau. C'est beaucoup plus facile de faire tourner un effectif, d'accepter que les gens acceptent d'être remplaçants quand il y a une différence très nette par rapport aux titulaires. Pour des joueurs comme Di Maria et Pastore, ça doit être extrêmement difficile à vivre d'être dans la situation où ils sont. Pastore est le remplaçant de Draxler et Di Maria est le remplaçant de Mbappé 18 ans. Donc, il y a des problèmes qui tombent sur Emery et dont il n'est pas responsable. C'est cet effectif déséquilibré dont il a hérité, on a expliqué pourquoi, et puis il y a la gestion de cet effectif pour pouvoir le faire tourner beaucoup mieux. Il y a des petits matchs de L1, on a fait jouer les titulaires en début de saison. Donc moi je déplore cette gestion d'effectifs-là pour pouvoir concerner le maximum de joueurs alors qu'on a des difficultés d'équilibre dans certains secteurs. J'entends ce que tu dis, mais dans ces petits matchs, déjà, Di Maria et Pastore étaient blessés dans ce milieu de saison. Et je finis juste, tu viens de te plaindre dernièrement que quand on sortait Rabiot et Verratti, ça marchait plus. Et maintenant, tu dis, il faut les faire tourner. Je comprends plus très bien. Si, parce que tu as quand même Lo Celso pu jouer plus qu'il n'a joué. Vous parlez tous de la transformation de Lo Celso comme quelqu'un qui est capable de remplacer Verratti. Il a joué combien de minutes depuis le début de la saison? C'est comme ça qu'on prépare une alternance avec un joueur sans lui donner du temps de jeu. Alors pour le coup, c'est pas vrai. Lo Celso a eu pas mal de temps de jeu, mine de rien, depuis le début de la saison. C'était le remplaçant, c'était le remplaçant attitré de Verratti. Après, je te rejoins, Lo Celso a rarement été essayé à la place de Verratti, alors que quand on regarde ses qualités, soit on le met en 10, soit on le met à droite, en milieu relière gauche, en milieu relière droit, quoi. Et je te rejoins pour partie. Moi, je suis relativement d'accord. Je trouve juste que tes critiques sont trop acerbes contre Emery, qui... Alors, à la fois, moi, tu sais, je suis en train d'essayer, j'arrête pas de me demander, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire de mieux, parce que vraiment, ça tourne pas assez. Et j'arrive pas à trouver les réponses. Et je pense que les réponses, et c'est vrai, et c'est dû à l'équilibre de notre effectif, ne sont pas si simples à trouver. Faut pas oublier dans nos réflexions les périodes où les joueurs ont été blessés. Alors oui, tu as raison pour Mota. La seule chose que je dis, c'est que tu ne pouvais pas anticiper que tu ne peux pas dire qu'il n'a fait Draxler que parce qu'il n'avait pas le choix. C'est la seule chose que je dis. Mais en soi, oui, tu as raison. Mais au-delà de Draxler, il y avait Draxler qui vous posait question en début de saison. Mais grosso merdo, il n'y avait que Draxler et il y avait Lo Celso, mais qui n'était pas prêt et qui rentrait sur beaucoup de matchs. Sinon, les autres joueurs, ils étaient blessés, quoi. Messieurs, Lo Celso, on l'avait surnommé. Vas-y, Olivier, tu finis. Oui, Lo Celso, on l'avait surnommé Monsieur 80e minute. Il est rentré très régulièrement à la 80e minute. Et beaucoup de fois à la 60e. Beaucoup de fois à la 60e, Olivier. On passe. Je suis désolé, messieurs, mais on a explosé le chronomètre. On va parler très vite de Bayern PSG de demain. Match, opportunité de prouver à l'Europe qu'on peut battre un gros 2 fois de suite, ou alors danger de faire 2 défaites de suite. Bastien, opportunité ou danger? Opportunité et danger, j'ai envie de dire. Alors l'opportunité de faire oublier Strasbourg avec une grosse perf à Munich, je pense qu'on oubliera tous le match de samedi, et la thèse d'Alves qui disait que c'était un accident de travail sera entendue. Et puis ça permettrait de boucler une première partie de saison à la première place en Ligue 1, la première place en poule de Ligue des Champions, donc l'essentiel sera là. Après, c'est un danger. Si on fait un deuxième match loupé de suite, ça montrera de nouveau les défaillances mentales qu'on peut avoir. Il faut réagir après un match de cette pied de qualité comme à Strasbourg.
Et j'ose même pas imaginer s'il y a une deuxième remontada, c'est-à-dire que si on se prend 4-0 et qu'on finit pas premier de groupe, là le problème sera beaucoup plus profond et il faudra prendre des décisions en conséquence. Et ça passe aussi notamment sur le coach dans ces cas-là, puisque une fois ça peut être un accident, 2 fois ce sera beaucoup plus problématique. Olivier? Paradoxalement, j'ai aucune inquiétude sur ce match. Pourquoi? Parce que le PSG n'est pas dans l'obligation de gagner ce match. Et ensuite, parce qu'il a l'équipe parfaitement positionnée pour prendre les Allemands en contre, comme il les a pris au match aller. Les Allemands sont obligés, eux, d'attaquer à outrance, donc ils vont se découvrir. Et comme on est très équilibré au milieu et qu'on a nos flèches qui sont prêtes à faire feu à tout moment, je pense que ceux qui sont vraiment dans la mauvaise situation, ce sont les Allemands. Merci à toi, Olivier. Darius? Pour moi, la question, c'est l'efficacité. Qu'est-ce qui va se passer si l'efficacité ne revient pas? Si l'efficacité revient, comme Olivier, j'ai absolument aucune inquiétude. Après, il se trouve que depuis 2 matchs, peut-être même 3, je suis pas sûr, on a du mal à planter. On met souvent à côté, on met souvent sur les poteaux. Et si c'est le cas contre le Bayern, ben, on pourrait avoir une surprise. Donc, pour moi, ça se résout à l'efficacité. Comment se comporte cette équipe sans avoir l'efficacité? Merci à toi, Darius. Très vite, les gars, vous allez me donner un pronostic parce que j'aime et je vais parier 50 € sur chacun de vos pronostics demain dans un PMU tchèque. Du coup, Bastien, ton prono? Moi je pense qu'il y aura 2 grosses équipes qui jouent à leur niveau, mais je vois un 2-1 Justement là, prono. je vois un 2-1 pour Munich. Putain, traître. Darius? Je vois soit un 2-0, soit un 3-2 pour Munich. 2-0 pour Paris ou 3-2 pour Munich. Ah oui. Ah oui, ça c'est... Ce sont efficaces si on court. Soit le Bayern en met 3, soit rien du tout. Oui. Olivier, ton petit prono? 2 partout. Merci à vous, les gars. Putain, vous êtes pessimistes. Et toi, Jimmy? Moi, je vois un bon 3-1 pour Paris. Ah ouais. Ceci Oui, il est vraiment optimiste. Oui, je pense. Bon, les gars, on passe à votre rubrique préférée, la rubrique européenne. Encore? Envoie! Olivier, bonne soirée, merci pour votre présence. On passe à la rubrique européenne. Vous connaissez le principe, je vous donne un match et vous me dites ce que vous pensez en un mot ou une phrase maximum, sinon je mords. Basto, Naples qui perd chez eux contre la Juventus 0-1. J'ai vu le match, c'était une purge innommable et Naples n'y arrive pas contre les gros. Rayas. Ceux qui me connaissent comprendront. Viva Matuidi! Olivier. Oui, la Juve est tout à fait dimensionnée pour gagner ces matchs-là. Merci à vous, les gars. Arsenal qui perd 1-3 contre Manchester United. Basto. Arsenal qui a eu 50 occasions, qu'en met une, c'est habituel. Rayas. Arsenal. Olivier. Les deux de Manchester sont au-dessus du lot cette année. Merci à vous. Barcelone qui cale contre le Celta Vigo 2-2. Basto. Ouais, mais les autres calent derrière. Rayas. Moi! Olivier. Oui, match avant la Coupe d'Europe. L'Athletic Bilbao qui arrive à maintenir le Real au nul, 0-0. Cristiano Ronaldo qui a autant de buts marqués que le gardien de Benevento. Basto. Une stat qui montre les difficultés actuelles du Real. En 80 minutes, Ronaldo et Benzema ne se sont échangés qu'une seule passe. Darius. Le Real de février sera-t-il pas le Real qu'on connaît d'habitude? Olivier. Même réaction, moi je jugerai le Real à la fin de saison. Benevento qui marque son premier point en championnat avec 2-2 contre le Milan AC qui cale avec leur nouvel entraîneur Gattuso. Basto. Déjà, c'est le premier point pris par cette équipe de Benevento et donc sacrée première pour Gattuso sur le banc du Milan AC. Darius. Me gusta Gattuso. Olivier. Tout est possible au football. L'Inter qui passe premier de Serie A avec un 5-0 contre le Chievo. Basto. Icardi. Rayas. Une de mes 2 équipes préférées en Italie. Olivier. Mon équipe préférée après le PSG dans le monde. Footix. Après là ça concerne un peu plus le PSG, mais c'est des infos de Paris United. Apparemment Alex Sandro, mon latéral chouchou sur FIFA, ne voudrait pas prolonger avec la Juventus et serait annoncé soit au PSG soit à Chelsea. Basto, qu'est-ce que t'en penses? Il vient quand il veut, il est le bienvenu. Hein. Arias.
Que dire d'autre? Olivier. Pourvu que ce soit pas Emery qui choisisse. Et pour finir, d'après Paris United aussi, un grand gardien sera attendu au PSG l'été prochain. Plutôt que vous demander un avis, j'ai envie que vous me donniez un nom de gardien que vous voudriez voir signé au PSG, faisable. Hein. Basto, Au Black. Parias Que dire d'autre? et Olivier. Courtois. Courtois, je le vois bien, moi, vu qu'il Oui, bien galère. sûr, bien sûr. Le Belge dans Au l'équipe. Black, Au Black. Au Black. Merci à vous les gars et on clôt ce podcast. C'était un plaisir d'être avec vous. Je vous conseille de faire un petit tour sur le blog Le Club Paname avec des articles bien intéressants. J'ai bien aimé le Power Ranking, qui sont les meilleurs défenseurs, les meilleurs milieux et les meilleurs attaquants du PSG. Vous y retrouverez aussi un interview d'un supporter mexicain, oui, du PSG fait par mes soins. Un article d'Yvan sur ses visions pour le futur de la saison du PSG. Et enfin, un petit article d'amour sur Pastore par Hervé NRV. Messieurs, merci d'avoir participé. Vous m'avez un peu ennuyé et fait péter le chrono, mais ça m'a fait plaisir. Olivier, bonne soirée à toi et tes chameaux, tes dromadaires. Merci. Oui, les dromadaires, j'insiste. Rappelle-moi ceux qui ont 2 bosses. Tu as déjà oublié, donc j'ai pas besoin de te le rappeler. Ok, merci à toi. Basto, c'était un plaisir. C'était un plaisir, il y a eu un peu de sang, un peu de sport, mais ça fait du bien aussi. Dryas, Paye ton chrono. merci beaucoup. À la semaine prochaine, mes amis. Faites un tour sur le blog et passez allez, une Paris. bonne soirée. Et bon match demain pour un Grand match. pour Paris. Ciao tout le monde. Salut.